Berrera. Karine Guillaume. Présente. Marcel. Cynthia Comté. René Félicie. Oui, il est là. Oui, je sais pas, je crois pas. Anne-Marie Da Silva. J'ai coupé le micro. Non, c'est ça. Présent. Marcel Tanton. Présente. Nick Boumedine. Présente. Francine Bellucci. Claude Bossec. Présent. Denis Payet. Présent. Claude, il faudrait que tu mettes la caméra pour qu'on te voit parce que. Paris Dirèche. Présent. Karine Bonometti. Présent. Michel Martinez-Lopez. Présent. Il est là. Valérie Fattorelli. Présente. Thierry Cutter-Azinski, excusé, représenté par Madame Francine Bellucci. Isabelle Martinez-Lopez. Présente. Thomas Kowalski. Nicolas Gatulot. Présent. Éric Jacquin. Présent. Laurence Pegoglio-Carus. Elle a dû envoyer une procuration, non? Tu l'as pas reçue, elle? Ah, j'ai pas eu de procuration de Laurence. Hein. J'ai encore regardé là. Bon, c'est pas grave. Excusez. Bah oui, parce que si tu n'as pas eu le document, Je sais pas. non, mais ça ne dérange pas. Mais là, elle a excusé sans procuration. Laurent Marchezin. Présent. Sacha Jacquin. Sylvie Papano. Présente. Donc, secrétaire. Celui. Bah non. Bah, ça va être Natacha. C'est Nacha qui est secrétaire de séance. Nacha, secrétaire de séance. Alors, on va commencer par l'approbation du compte rendu du 24 janvier 2022. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Deux petites remarques que je vais faire à chaque fois. Juste déjà par rapport à la convocation, encore une fois, on reçoit les convocations le dernier jour légal, réglementaire et tout ça. Je trouve que pour un ordre du jour comme le budget municipal avec le DOB, plus de 150 pages à lire et tout ça, pour nous, ça nous pose un problème pour pouvoir préparer ça. Mais voilà, donc je souhaiterais qu'un jour, vous puissiez les envoyer un peu plus tôt pour qu'on puisse préparer ça. Et puis la deuxième remarque, c'était une question que j'avais posée par rapport au secrétaire de séance qui était Sylvie Panot avant qu'elle ne soit intronisée au conseil municipal. Je vous avais demandé par rapport à l'aspect réglementaire quand elle a été élue, vous avez d'abord nommé Sylvie Panot secrétaire de séance et après vous l'avez introduite en tant que conseillère municipale. J'avais posé la question de savoir si réglementairement c'était bon ou pas. Vous m'aviez dit que vous vous renseigneriez, mais je n'ai pas eu de réponse. Bon, Alors, personnellement, moi, je n'ai pas regardé. Moi, je ne sais pas si... C'est pas pour polémiquer, hein, c'est juste parce que j'avais posé la question, donc si vous pouvez... La question avait été posée, je crois, au service des maires, et pour l'instant, on n'a pas eu de réponse. Donc, du coup, aussi, on va les relancer. T'as entendu Oui, vous allez relancer. Le service des maires, ils sont assez lents. Voilà, et par rapport à la convocation, il me semble quand même que le dossier a été mis en ligne lundi dernier. Hein, Valérie, si je ne me trompe pas, lundi dernier. Donc, ça fait 7 jours. Je pense que sous précédent mandat, on les a jamais reçus 7 jours avant. Hein, donc ça va être un peu compliqué. Eric, tu sais très bien qu'au moment des budgets, ça a été chaud. Marc, Annie, Karine et Marie à la comptabilité n'ont pas arrêté pour qu'on puisse tenir cette séance et qu'on puisse encore adopter les budgets avant le 15 avril. Donc, de demander ces 5 jours, on les a mis 7 jours avant. Moi, je trouve que... Voilà. Je ne peux pas te garantir qu'à l'avenir, on te les mettra ou on vous les mettra 10 jours ou 15 jours avant. Hein. Parce qu'on a énormément de choses. On a déjà plusieurs points pour le prochain qui aura lieu. Ça, par contre, on a arrêté la date, c'est le 7 avril. 7 avril, c'est le prochain conseil avec les budgets. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur le compte rendu?
Non. Je vous soumets à vos voix. Qui est contre? S'abstient? Je vous remercie. On va passer à l'adoption des comptes de gestion et je vais céder la parole à Karine Guillaume. Oui, ben, les comptes de gestion sont conformes avec ceux établis par le receveur concepteur. Je vais présenter. Donc, il y a les mêmes résultats pour la ville et la perception. Là, il faut que je sorte. Non, hein, c'est Non, pas non, grave. compte de gestion. Non, ça c'est Les écritures sont identiques. Je suppose qu'il n'y a pas de questions par rapport à ça. Hein. C'est toujours ça, c'est du réglementaire, on va dire, à partir du moment où ils coïncident. Alors, je soumets à vos voix. Qui est contre? S'abstient? Je vous remercie. On passe au point 3, adoption du compte administratif, exercice 2021, budget de la ville et affectation des résultats. Alors, je vais vous présenter les résultats, pas de façon linéaire par rapport au document, mais je vous explique. Donc, je vais commencer par la section 1, bien, avec le masque. Pas trop, mais Je comprends pas bien. Donc, je disais que je vais présenter l'investissement d'abord et le fonctionnement ensuite. Donc, on a un report en 2020 en investissement d'un déficit d'environ 794 000 € et un solde d'exécution en 2021 d'un déficit d'environ 990 000 €. Ce qui fait, c'est sur la dernière ligne tout en bas, un résultat d'investissement déficitaire de 1 783 670,93 €. Alors, ensuite, on a des restes à réaliser pour 2022, toujours en investissement, environ 753 000 €, ce qui fait un besoin de la section d'investissement de l'ordre de 2 537 000 €. Alors, on va retenir ce chiffre et on va passer donc à la section de fonctionnement. On a un report pour l'année de 2020 d'un excédent d'environ 1 360 000 € et un solde d'exécution en 2021 excédentaire d'environ 2 167 000 €. Ce qui fait un total, ça c'est pas écrit, d'environ 3 526 000 €, sur lequel on va retirer le besoin d'investissement, donc que je vous ai dit d'environ 2 537 000 €, ce qui me fait un résultat final, on a un fonctionnement d'un excédent de 989 655,33 €. Je les présente tous et après on les vote tous. Tu présentes plus. Tous les comptes administratifs. Après l'autre, je vais sortir. On va sortir à chaque fois? Oui. Bah, je sais pas, il y a peut-être des questions. Peut-être des questions? Pas de questions, pas de remarques? Non, mais je vais sortir. C'est une obligation. Donc je soumets aux voix donc l'adoption du compte administratif exercice 2021 pour le budget de la ville et affectation des résultats. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci d'être entré en Ouais. Non, mais c'est. Ah oui, ça va être. Ok. Alors, on passe au point à de l'unanimité. Lille. 4. Il y a Ingrid Jolia qui vient de rentrer en visio, là, je crois. Oui, il y a Ingrid qui est là. 15. Alors, excusez-moi, je vais ouvrir le document. Tout voté, oui. Alors, on passe au point 4.
4. 4, oui. Donc, adoption du compte administratif, exercice 2021, eau potable et affectation des résultats. Alors, je vais faire la même présentation. Je vais commencer par l'investissement. Donc, on a un report en 2020 d'un déficit d'environ 60 000 euros. Et on a par contre un solde d'exécution qui est excédentaire, environ 8 000 euros. Donc, tout en bas, sur la première ligne, on va avoir un résultat en investissement d'un déficit de 51 892,33 euros. Alors, il nous reste à réaliser en 2022 environ 6 000 euros, ce qui fait un besoin de la section d'investissement à environ 58 000 euros. Donc, on retient ce nombre. Et donc, pour la section de fonctionnement, on a un report en 2020 d'un excédent d'environ 204 000 euros et un solde d'exécution en 2021 également excédentaire d'environ 191 000 euros. Si on fait le total, ça fait environ 395 000 euros, sur lesquels on va retirer le besoin net de la section d'investissement d'environ 58 000 euros. Et donc, on est en fonctionnement. On va reporter un excédent de 336 866,56 euros. Des questions? Des remarques? Je ressens, j'aurais dû mettre. Oui, donc je soumets à vos voix donc l'adoption du compte administratif exercice 2021 eau potable et affectation des résultats. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Elle est là. Donc, on va passer au point numéro 5, adoption du compte administratif exercice 2021, SAC de la Z et affectation des résultats. Alors là, ça va être plus rapide parce qu'on n'a rien en solde d'exécution 2021 et rien en reste à réaliser en 2022. Donc, on a juste à reporter l'excédent en investissement de 2020 de 542 064,03 euros et à reporter le déficit 2020 en fonctionnement de 220 925,64 euros. Des questions sur le budget de la ZAC? Des remarques? Claude, il faut que tu actives ta caméra pour que on te voit au moment du vote. Oui, moi je voulais savoir. Mais le problème, c'est que quand je mets la vidéo, je n'ai plus le son. Bah alors juste au moment du vote, quoi, tu vois? D'accord, ok. Oui, Viviane. Moi, je peux poser la question là? Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il nous reste à dépenser sur la ZAC? C'est ça que je ne sais pas. 542 000 euros ou 542 000 moins 222 000? Non, c'est ça. Bah c'est ça, oui. C'est 542 000. Ça fait 321 000. 321 000, il reste. D'accord, ok, merci. Tu fais Disney. Donc, on va passer au vote. Adoption du compte administratif exercice 2021, ZAC de l'Alzette et affectation des résultats. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci.
Point numéro 6, débat d'orientation budgétaire. Tu veux que je prenne? Je vais. Donc, je vais vous présenter le document que vous avez reçu avec le dossier du conseil municipal. Donc, ça commence avec des généralités sur le cadre juridique de ce débat d'orientation budgétaire, en rappelant les objectifs du débat d'orientation budgétaire et les dispositions légales pour ce débat. Ensuite, dans la deuxième partie, on a une présentation du contexte général de la situation économique et sociale. Donc, d'abord, une situation globale au niveau de la zone euro, qui est marquée par une croissance en 2021. Donc, cette croissance, elle est de l'ordre de 5,3%. Après, donc, une croissance négative en 2020 de moins 6,5%. Et donc, on annonce un petit ralentissement de la croissance pour 2022 à environ 4,3%. Alors, parallèlement, on a par contre une forte inflation qui était à 5% en octobre, qui était due avec la reprise des commandes à une pénurie des composants et des difficultés d'approvisionnement des entreprises, mais également une hausse importante des prix de l'énergie. Ensuite, par rapport à la France, donc, on a un retour également de la croissance. Toutefois, face à la menace de la 5e vague épidémique, la croissance pourrait être mise en péril. Donc, toujours en France, les dépenses sont toujours expansionnistes. Le gouvernement comptant sur la conjoncture économique favorable pour l'évolution positive des résultats. Et donc, comptant principalement sur la consommation des ménages. Alors, il y a quand même deux risques. Le premier lié à une inflation qui pourrait être durablement plus élevée qu'attendue et un marché du travail moins dynamique qu'attendu qui conduirait à un ralentissement des revenus d'activité. Ensuite, on a la situation de la collectivité. En 2021 comme en 2020, on a eu une année particulière au regard de la crise sanitaire. La loi des finances 2022, elle vise à favoriser la croissance économique. Néanmoins, la préparation du budget s'inscrit dans un contexte incertain. Pour la commune d'Audintiche, la dotation globale de fonctionnement elle est en légère augmentation depuis 2018. Cette augmentation elle est due à l'évolution de la population et elle est estimée pour 2022 à 984 144 €. Alors la troisième partie de ce document, c'est la loi des finances 2022 et la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. Donc on a repris les principales mesures concernant les ménages et également les mesures de soutien aux collectivités. Alors je vais plus m'attarder sur le quatrième point qui est la situation et les orientations budgétaires de la collectivité, en reprenant l'examen des comptes administratifs plus en détail et en commençant donc par le compte administratif de la ville. Alors on a déjà présenté une rétrospective des données générales de 2018 à 2021 sur les grandes masses financières, le fonds de roulement et l'endettement. Ensuite, on va analyser la section de fonctionnement. Alors, pour ce qui est des dépenses, après une baisse sensible au cours de l'année 2020 due aux élections municipales et à la crise sanitaire, les dépenses réelles de fonctionnement sont stables par rapport aux exercices précédents. Si on analyse ces dépenses du compte administratif par rapport au budget primitif 2021, donc pour le chapitre 11, dans les charges à caractère général, on a réalisé qui est très proche du montant qui a été voté au budget primitif. Pour le chapitre 12, les charges de personnel, on a un reliquat de 275 000 € malgré des embauches supplémentaires au sein des différents services municipaux. Le chapitre 65, autres charges, on a également un reliquat d'environ 42 000 € dû aux subventions qu'on avait budgétisées et non allouées. Par exemple, au CCAS, on avait provisionné au cas où le CCRS aurait besoin, mais on n'a pas versé. Pour le reversement de la CAF, on attendait plus que ce qui a été réellement versé par la CAF et qu'on a reversé. Et puis pour les classes de neige ou de mer qui n'ont pas eu lieu, on avait également fait des provisions à ce niveau-là. Pour le chapitre 66, charges financières, donc on a les intérêts courus non échus qui sont responsables des crédits qui ont été annulés. Au niveau des recettes,
En 2021, les recettes réelles de fonctionnement sont en légère hausse par rapport aux exercices précédents. Si on compare, si on analyse au regard du budget primitif, chapitre 13, atténuation de charges, on a un excédent d'environ 13 000 € sur le remboursement des rémunérations du personnel. Au chapitre 70, produits des services du domaine public, un surplus d'environ 36 000 € dû principalement aux coupes de bois et aux concessions de cimetières. Au chapitre 73, impôts, on a un excédent d'environ 189 000 € malgré la baisse des attributions de compensation qu'on n'avait pas prévues. Alors, on a les impôts directs locaux, la taxe sur la consommation finale d'électricité et la taxe additionnelle des droits de mutation qui sont à l'origine de ce surplus. Au chapitre 74, au niveau des dotations, on a un excédent d'environ 96 000 €, donc dû essentiellement à la dotation forfaitaire et à la dotation de solidarité. Au chapitre 77, produits exceptionnels, on a un excédent d'environ 43 000 € qui est dû aux cessions d'immobilisation et aux produits exceptionnels divers. Donc, si on regarde le résultat en section fonctionnement, on a des dépenses totales de fonctionnement. Donc, si on prend les dépenses réelles et qu'on rajoute les dépenses d'ordre, qui s'élèvent à environ 4 196 000 €. On a les recettes qui sont, elles, à hauteur de 6 863 000 €, ce qui nous fait un excédent d'environ 2 167 000 €. Et si on ajoute à cela le report excédentaire de 2020 d'environ 1 360 000 €, on obtient un résultat final pour la section de fonctionnement, donc d'un excédent à 3 526 456,88 €. Ensuite, pour la section d'investissement, donc au niveau des dépenses, au niveau du chapitre 16, des emprunts, on a en fait les remboursements du capital environ 611 000 €. Au chapitre 10, pour les dotations, on a le remboursement de la taxe d'aménagement qui avait été indûment perçue. Et sinon, pour les chapitres 20, 21 et 23, donc on a différentes opérations d'équipement qui se sont décomposées de la manière suivante. Donc, on a eu des réfections des bâtiments communaux pour environ 131 000 €, la réfection des bâtiments scolaires pour environ 118 000 €, de l'acquisition de matériel bureautique pour environ 60 000 €, des travaux sur les voiries communales pour environ 390 000 €, les cimetières, caves et urnes pour environ 25 000 €, du matériel et du mobilier scolaire à hauteur d'environ 21 000 €, du matériel, outillage et véhicules pour environ 105 000 €, du matériel et du mobilier de voirie pour environ 139 000 € et divers travaux pour 114 000 €. On ajoute à cela aussi des équipements sportifs pour environ 25 000 €, travaux du temple protestant pour 19 000 €, des travaux sur le carreau de la mine pour environ 23 000 € et un achat de terrain à 7 000 €, ce qui fait un total pour les principaux travaux réalisés d'environ 1 178 000 €. Qui est des recettes d'investissement. Donc, on a eu des subventions, on a perçu des subventions à hauteur d'environ 59 000 €. Donc, le fonds de compensation de la TVA nous a rapporté environ 27 000 €. La taxe locale d'équipement et la taxe d'aménagement, environ 84 000 €. Et donc, on a perçu le versement de l'excédent de la section de fonctionnement à l'autofinancement à hauteur de 1 018 000 €. Ce qui nous donne un total de recettes à environ 1 189 000 €. Alors, se rajoute à cela des restes à réaliser en 2022. Donc, il nous reste déjà pour 2022 environ 4 000 € de réfection des bâtiments communaux. Pour la réfection des bâtiments scolaires, 15 900 €. Pour l'acquisition de matériel bureautique, environ 32 000 €. Pour le matériel, l'outillage et les véhicules, environ 169 000 €. Le matériel et le mobilier de voirie, environ 112 000 €. Divers travaux,
39 000 € environ. Équipement sportif, à environ 376 000 €. Sur le temple protestant, environ 4 000 €. Et des travaux pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, environ 2 000 €. Ce qui nous fait un total de reste à réaliser déjà en 2022, environ à 753 000 €. Donc, si on regarde le résultat de la section d'investissement, donc si on prend les dépenses totales, donc les dépenses réelles ajoutées aux dépenses d'ordre, on arrive à un total d'environ 2 931 000 €. On a des recettes à hauteur d'environ 1 941 000 €, ce qui nous donne un déficit d'environ 990 000 €. Compte tenu du rapport déficitaire en 2020 d'environ 780 000 €, donc la section d'investissement est déficitaire d'environ 1 784 000 €. En ajoutant en plus le montant des restes à réaliser en 2022, qui est déficitaire de 753 000 € environ, on obtient un résultat final, donc un déficit cumulé final de 2 536 801,55 €. Alors, si on prend maintenant le résultat global, donc en faisant la différence entre l'excédent de la section de fonctionnement et donc qui est environ à 3 526 000 € et le déficit cumulé de la section d'investissement qui est environ 2 537 000 €, on obtient un résultat excédentaire de clôture de 989 655,33 €. Donc voilà pour la ville. Pour le compte administratif de l'eau potable, donc dans la section de fonctionnement, les dépenses comprennent des travaux de maintenance sur les poteaux d'incendie et une publication concernant l'enquête publique, ainsi que les intérêts du prêt et les opérations d'ordre. Au niveau des recettes de fonctionnement, elles se composent de la surtaxe, du remboursement des frais de contrôle et des opérations d'ordre. Si on regarde le résultat de la section de fonctionnement, donc on a des dépenses à hauteur d'environ 86 000 € et des recettes d'environ 211 000 €. Donc la section de fonctionnement dégage un excédent d'environ 191 000 €. Compte tenu du report excédentaire de 2020 de 205 000 €, on a une section de fonctionnement qui clôture avec un excédent de 395 015,69 €. Pour la section d'investissement, donc les dépenses d'investissement comprennent des travaux de remplacement de bouches à clé et des poteaux d'incendie, le remboursement du capital du prêt et des opérations d'ordre. Pour les recettes d'investissement, donc on a uniquement le versement de l'excédent de la section de fonctionnement. Donc si on regarde le résultat en investissement, on a des dépenses qui sont à hauteur d'environ 109 000 € et des recettes environ à hauteur de 117 000 €, ce qui dégage un excédent d'environ 8 000 €. Compte tenu du rapport déficitaire de 2020 d'environ 60 000 €, la section d'investissement cumule un déficit de clôture de environ 52 000 €. Et si on ajoute le montant des restes à réaliser, donc s'il s'agit de la clôture de l'usine de traitement, qui est à hauteur d'environ 6 000 €, le déficit cumulé en section d'investissement s'élève à 58 149,13 €. Donc si maintenant on regarde les deux sections ensemble, pour le résultat global, en faisant la différence entre l'excédent de la section de fonctionnement, qui est environ à 395 000 €, et le déficit cumulé de la section d'investissement, qui est environ à 58 000 €, on a un excédent de clôture de 336 866,56 €. Alors pour le compte administratif, ensuite la ZAC de l'Alzette, le dernier. Donc on a rien en section de fonctionnement, enfin on n'a pas de dépenses ni de recettes. Donc on a juste à reporter le déficit de 2020 à 225 063,64 €. Et pour la section d'investissement, on a uniquement des opérations patrimoniales. Donc on dit que c'est neutre, hein, les recettes et les dépenses s'annulent. Donc du coup, on a uniquement à reporter l'excédent de 2020 de 546 202,03 €. Donc si on fait pour le compte administratif de la ZAC de l'Alzette le résultat global,
Donc cette fois-ci, la différence entre l'excédent cumulé d'investissement, qui est à hauteur d'environ 542 000 euros, et le déficit de la section de fonctionnement, qui est environ 221 000 euros, on obtient un excédent de clôture à 321 138,39 euros. Alors, pour passer au débat d'orientation budgétaire à proprement dit, au niveau du budget de la ville, nous continuerons à nous attacher donc à contenir nos dépenses malgré le contexte actuel, hausse des fluides et des matières premières, et à rechercher de nouvelles recettes afin de maintenir un équilibre durable du budget. Au niveau des impôts locaux, donc on a la poursuite de la suppression de la taxe d'habitation. Depuis 2020, 80% des ménages ne paient déjà plus cette taxe d'habitation. En 2021, les 20% des ménages restants ont bénéficié d'une réduction de 30%. Ils bénéficieront en 2022 d'une exonération de 65%. Et en 2023, plus personne ne payera de taxe d'habitation. Ensuite, on a représenté les différents concours financiers de l'État. Je ne vais pas m'attarder dessus. Puis, on a présenté la dette communale. Alors, d'abord, l'endettement. Donc, au niveau de l'encours de la dette et des annuités, donc on constate qu'on a eu une hausse du remboursement sur l'année 2020 en raison du prêt relais de 400 000 euros contractés et remboursés sur la même année. Au niveau du ratio de désendettement, donc on a une capacité de désendettement qui est très faible, qui est de 1,4 ans. Ensuite, au niveau des épargnes, donc si on regarde l'épargne nette, c'est-à-dire qu'on enlève le remboursement du capital de la dette, en 2021, on est à une épargne nette de 1 162 562 euros. Alors, pour les projets d'investissement, on a pour 2022, donc la ville souhaite réaliser la rénovation et l'extension sanitaire et bâtiments de l'école Jean-Jacques Rousseau, poursuivre la réfection des bâtiments communaux, créer un parking à la gare, faire des travaux sur les réseaux et la voirie du chemin du tas de sable, acquérir un bâtiment destiné à la création d'une maison de santé, réaliser des projets participatifs dans les quartiers et surtout déployer la fibre. Pour ce qui est du budget de l'eau potable, donc des travaux d'amélioration du réseau et de la sécurisation des ouvrages seront réalisés par le délégataire. Et pour le budget de la ZAC de l'Alzette, donc la ville souhaite aménager un chemin paysager en 2022. Donc je vais laisser la conclusion à Madame la maire et puis également mener le débat. D'accord. Donc, nous resterons très attentifs à la maîtrise de nos dépenses et rechercherons avec assiduité la moindre recette afin de poursuivre notre investissement dans la réalisation de nos projets. Nous poursuivrons nos efforts afin de répondre avec toujours plus d'efficacité aux besoins de notre population. Le coût du déploiement de la fibre nous obligera à contracter un emprunt en 2022 pour équilibrer le budget. La capacité de désendettement de la ville étant saine, elle nous permet de pouvoir emprunter sans toutefois atteindre notre capacité d'endettement maximale calculée par la DGFiP. Donc, nous avons pris la décision politique de ne pas activer le levier de la fiscalité cette année, malgré un certain nombre d'incertitudes, dont celle du financement de la fibre par l'intercommunalité, mais je pense que Claude va pouvoir nous en dire un peu plus, à hauteur de 400 € la prise, dans un contexte budgétaire déjà contraint pour nos administrés en raison de la flambée des coûts de l'énergie et de l'inflation, que nous subissons également en tant que collectivité. Voilà, donc ensuite vous avez les sigles, hein, et j'ouvre le débat. Donc, vous avez en gros les projets, hein, rénovation de l'école Jean-Jacques Rousseau, donc vous pouvez poser des questions. La réfection des bâtiments communaux pour la mise aux normes, la création du parking à la gare, l'aménagement de réseau et de voirie donc pour le chemin du tas de sable, la maison de santé. Et on peut parler aussi de ce projet parce qu'il est important, les projets participatifs des quartiers et le déploiement de la fibre.
Voilà, donc j'ouvre le débat. En sachant qu'il n'y a pas de vote sur un DOB. Hein. Un DOB, on en prend acte, on débat en vue des budgets. Moi, juste une petite intervention. Déjà, pour remercier Mme Guillaume de la présentation, hein, c'est clair, c'est rapide. Voilà. Je remercie aussi les services financiers de la mairie, hein, en particulier Marc Zimmer, parce que je sais qu'il est très vigilant à la moindre dépense. Donc, merci aux services financiers aussi. Au niveau de l'investissement, j'ai juste une question à poser par rapport à 3 projets que nous avions, hein, quand nous étions dans la majorité, qui étaient les 2 entrées de ville et puis l'aménagement au niveau de la place du château. Donc, je vois qu'elles n'ont pas été retenues. Est-ce que vous pensez quand même les reprendre un jour ou, enfin, qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ces entrées de ville et à la place du château? Alors, par rapport aux entrées de ville, effectivement, hein, il va falloir s'y pencher. Le problème, c'est qu'on avait des investissements forts à faire, notamment la fibre. Et ça a été un engagement fort de campagne. Il ne se passe pas une semaine sans que les gens nous demandent où on en est. Et on voit également que la population augmente à Audun. On a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur et c'est une des premières questions qu'ils posent, c'est de savoir si on a la fibre, sachant qu'en 2030, il n'y aura plus de réseau cuivré. Donc c'est une absolue nécessité. Et puis ensuite, on avait aussi ce projet de maison de santé. Donc on ne peut pas tout porter et ça a été un choix. Maintenant, l'aménagement de la place du château, tel que, alors, si j'ai ça encore en tête, hein, c'était remettre l'Alzette peut-être à jour, en faire un parc. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Je vais peut-être. On a un vrai souci avec le parking dans toute la ville. Ça, c'est et en termes de demande, il y a 2 choses qui entrent ici en termes d'urbanisme, c'est le parking. Ça, c'est quelque chose qui revient constamment et les problèmes de circulation. Donc, la place du château sert quand même à accueillir du parking et surtout, elle sert à accueillir le marché. On n'a pas l'intention de délocaliser le marché sur le carreau de la mine pour plusieurs raisons. Déjà, ce n'était pas dans notre programme. Hein. On voulait essayer de retrouver un marché plus local et sur la place. Et la deuxième raison, c'est que sur le carreau de la mine, théoriquement, on n'a pas le droit d'avoir d'activité humaine. Donc, pour l'instant, on n'a pas prévu. Alors, les entrées de ville, il va falloir y réfléchir, ça c'est clair. Mais la place du château, non. Oui. Par rapport à la place du château, je veux dire, c'est un projet qui datait de plusieurs mandats. C'était une continuité. Quand je dis c'était la continuité, c'était la rue du Anglais et qui devait aller jusqu'à sur la place du château, d'accord, mais aussi la rue Paul-Bref. Et effectivement, la rue Paul-Bref, c'est pour ça qu'on a laissé la route un peu se dégrader, parce qu'on voulait à l'époque refaire la rue du Paul-Bref dans son entièreté, et notamment sur les places de parking. Donc, je veux dire, c'est pas incompatible. Je veux dire, après, il y avait des choses à modifier, à reconcevoir. Mais je veux dire, laisser la place du château, et notamment la rue Paul-Bref, dans l'état, sans un aménagement sur une vision plus durable, je veux dire, plus long terme. Sur du court terme, vous avez peut-être sûrement raison, mais sur du long terme, c'était cette vision-là qui me dérange un peu qu'on ne me voit plus. Après, sur le carreau Saint-Michel, il y avait quand même aussi, on avait reçu aussi alors, effectivement, il y avait, je demande qu'est devenu les subventions FISAC, parce qu'il y avait des subventions FISAC par rapport au marché. Donc, est-ce que vous les avez redonnées? Je ne sais pas. Mais est-ce que vous les avez reçues? Mais on n'a eu aucune instruction donc, quand on a pris le mandat. Donc, il y a eu des subventions FISAC ou quoi que ce soit. Nous, on n'est pas au courant. Hein. C'est sur les comptes. Après, il y a aussi
Alors, effectivement, au niveau, je parle de manière urbaniste, il y avait aussi le projet de la rue Salvatore-Allende. Et là, ça avait été avancé par le PA, et là aussi, il y avait aussi des subventions. Est-ce qu'il y a encore une vision sur le long terme sur la rue Salvatore-Allende? Ça peut aussi faciliter, si on a cette vision-là, d'augmenter aussi des places de parking. Et voilà. Donc, Alors, sur la rue Salvatore Allende, je vais laisser. Avec un sens unique, moi je pense aussi qu'il y a un problème de circulation au niveau de la rue Saint-François, et il me paraît très difficile de pouvoir y accéder aux deux voies, notamment avec le bus scolaire. Quand le bus scolaire et la voiture se rencontrent, ça pose effectivement un problème. C'était pour ça que le projet devait se globaliser et avoir une vision sur le long terme. Après, je suis aussi étonné que le PA n'ait pas poursuivi les travaux d'aménagement des berges de la Z. C'est en cours, ça. C'est en cours, Laurent. D'accord, mais voilà. Je vous pose des questions parce que je n'ai pas les informations. Après, tant mieux si ça existe. Parce que c'est des projets qui est important. Après, ça, c'est globalement sur Rodin. Après, il est clair qu'avec la situation sur l'Interco que je vois sur on n'est pas là pour parler de l'Interco ce soir. Je peux juste m'exprimer, parce qu'il est clair que les finances seront impactées, les finances de la ville seront impactées aussi par la difficulté financière, il faut dire, c'est un euphémisme, de l'Interco. Je veux dire, non, c'est pas un euphémisme, c'est une réalité. C'est une réalité, d'accord. D'accord. J'avais décrit il y a quelque temps, on m'a dit que j'étais fou, c'est ça? Que j'étais fou, que je... Laurent, s'il te plaît. Non, alors, je dis simplement, effectivement, il y a des problèmes, parce qu'effectivement, l'urbanisme se déploie aussi au niveau de l'Interco. Et si les projets de... moi j'aimerais bien savoir où on en est avec la caserne, ça quand même un impact local. Alors, je t'arrête là parce que tu commences à dériver sur l'Interco. Alors, oui. Non, attends. Je ne t'ai pas coupé la parole, tu ne me coupes pas la parole, s'il te plaît. Donc, sur l'Interco, on arrête là parce que je vous signale quand même que depuis le début du mandat, nous avons notre vice-président, Claude Bosset, qui est vice-président aux finances à l'intercommunalité. Il met un point d'honneur tous les mois à organiser une réunion pour tenir tous les élus du conseil municipal informés des affaires intercommunales. Vous ne vous êtes pas connectés une seule fois. Alors, ce soir, on tient un débat d'orientation budgétaire sur la commune et on ne va pas dériver sur les problèmes de l'Interco. Que ce soit clair, si tu as des questions à poser, et notamment sur l'Interco, je t'invite à participer à la réunion mensuelle qui est organisée sur Claude Bossec et il vous donnera tous les éléments dont vous avez besoin pour comprendre notamment ce qui se passe à l'Interco. Donc moi, je vais revenir sur Audin et on va répondre à ta question, notamment sur le projet de l'aménagement du vallon de l'Alzette et également sur la rue Salvatore Allende. Gilles, tu veux donner quelques éléments, s'il te plaît? La rue Salvatore Allende, le PA a commencé à défricher toute la zone, première étape, et nous sommes invités prochainement à visiter le vallon de l'Alzette et à son aménagement qui va être planifié. Concernant la rue Paul Reuf, aucun travaux n'ont été entamés pour la simple raison qu'il est prévu un gros bassin de dépollution prochainement. On ne va pas commencer à taper quelque chose à la rue Paul Reuf, alors qu'il y a un bassin qui va être entamé. Je pense qu'il ne sera pas fait cette année, mais oui, l'année prochaine, il sera fait. Il sera situé où? Comment? Il sera situé où? Juste en bout, à côté du périscolaire, dans la pointe. Il y a un parc. Mais ça peut être englobé, c'est ce que je voulais vous dire, ça pouvait être englobé sur un projet global. On va déjà les laisser faire le bassin de pollution. C'est pas une masse à faire. Du coup, est-ce que vous allez profiter des travaux, parce que c'est le CIVOM qui a apporté le projet, donc est-ce que vous allez profiter justement des travaux du CIVOM, comme on a pu le faire par exemple sur la rue des Fontaines et la rue de l'Alzette,
Et comme ne l'ont pas fait-ils à une certaine époque, et puis on a vu ce que ça a donné, où le CIVOM avait quand même budgétisé de gros travaux, je pense sur Thiel. Hein. Moi, j'étais allé contacter la maire de Thiel à l'époque pour lui dire voilà, nous, CIVOM, on a budgétisé ça, on va refaire toute la grande rue de Thiel, pour enfouir les réseaux d'assainissement. Des gens pour faire le revêtement. Et ils n'ont jamais accepté. Enfin, ça a été reporté. Et on voit aujourd'hui ce qu'il en est de la traversée de Thiel, c'est catastrophique. Est-ce que le fait que le CIVOM va engager des travaux, il n'y aurait pas la possibilité de travailler ensemble pour pouvoir refaire au moins une partie de... Alors, on a René qui a levé la main, qui veut prendre la parole et il va peut-être pouvoir te répondre parce que c'est lui qui est vice-président au CIVOM. René ? Oui, non, mais oui, je ne vais pas répondre sur les travaux du CIVOM, ils ne vont pas être engagés pour cette année 2022. Ça, c'est une chose qui est sûre. Hein. Donc, ça sera peut-être pour 2023. Donc, mais pour moi, je voudrais présenter des priorités. Alors, c'est vrai que il y a longtemps qu'on parle de la rue des entrées de ville, de la rue Salvatore Allende. La rue Salvatore Allende, on en parle depuis qu'on l'a reprise, hein, parce que maintenant, elle est à la commune, et avant, elle était au département, hein, mais sauf les aménagements. Et l'avenue Paul Reuf. Alors, et surtout, la place du Château. Donc, comme l'a dit Madame la maire, la place du Château, il n'est pas question d'ouvrir. Ça, c'est pas dans notre programme. Par contre, pour mettre quelque chose en avant, à la place de ça, moi, je dépenserais plutôt D'ailleurs, on va engager les travaux dans la rue Frédéric Chopin, dont vous avez, dans l'ancienne municipalité, repris les réseaux qui n'étaient pas conformes, avec une pompe de relèvement qui ne fonctionne pas. Et je ne sais pas, Gilles, il pourra vous en parler, Gilles Passet, du coût que ça pourrait coûter pour refaire un réseau d'assainissement qui nous appartient à un niveau correct. Donc voilà, les priorités, elles sont là. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier les entrées de ville, mais pour moi, ce n'est pas une priorité. Donc je comprends que vous avez peut-être ça dans vos têtes, mais nous, on a aussi un héritage, enfin, je ne veux pas parler d'héritage, mais enfin, on a des choses à régler impérativement avant de faire ceci. Hein. Et je pense que le budget qui vous a été présenté, il est quand même assez... on ne peut pas aller quand même quelque part au-delà. Ou alors, si on va au-delà, ben, il n'y a plus qu'à augmenter les taxes, et puis c'est tout. Hein. Voilà ce que je voulais dire. Hein. Alors, je comprends les priorités. Hein. Toutes les équipes municipales, que ce soit les nôtres, la vôtre, dans toutes les communes, toutes les équipes municipales ont des priorités. Par contre, des fois, il faut savoir aussi saisir les opportunités. Et l'opportunité, c'est ce que nous, on avait saisi sur la rue des Fontaines et la rue de l'Alzette, qui à l'époque n'était pas dans notre programme. Mais quand on avait vu que le CIVOM engageait des gros travaux et que pour nous, communes, ça nous revenait je ne vais pas dire pas cher, mais ça nous revenait beaucoup moins cher que si on avait dû nous financer l'entièreté des travaux. C'est une opportunité qui s'est présentée et qu'on a su saisir. Donc je comprends les priorités, mais il y a des fois quand il y a des opportunités qui se présentent, il faut savoir ne pas passer à côté. Et moi je ne demande pas de refaire toute l'avenue Paul Reuf, toute la place du Château, mais s'il y a ce bassin de rétention, ils vont forcément ouvrir une partie de la route, c'est peut-être l'occasion, déjà sur une partie de l'avenue Paul Reuf, de faire quelque chose. Ouais, par rapport je vais reprendre un peu la parole excuse-moi Gilles, je vais juste reprendre la parole par rapport à l'ampleur des travaux du CIVOM sur la pointe. C'est l'espace vert Justin. Hein. Ça sera un tout petit bassin de rétention de pollution qui ne va pas traverser toute l'avenue Paul Reuf. Donc, ça sera ciblé autour de cet endroit-là. Donc, je ne vois pas comment on peut mettre en concordance des travaux de la commune et des travaux du CIVOM pour en profiter, quoi. Voilà, c'est tout. Hein. Je pense que ce n'est pas le moment. Voilà, c'est tout. Oui, René, pour compléter, c'est ce que je voulais dire. En fin de compte, le bassin qui sera fait à ce niveau-là, c'est très ponctuel, c'est très localisé. C'est pas une réflexion de conduite sur la voie, quoi. Donc, il y aura un impact sur la voirie qui sera très, très, très visible.
très minime. Moi, je voudrais revenir sur les priorités. Donc, ça va faire bientôt 2 ans qu'on est là. Donc, les priorités, on a pu maintenant aujourd'hui les choisir ou les arrêter en fonction de l'état des lieux. Mais l'état des lieux, il est quand même assez lourd. Parce qu'on doit faire face, donc l'école Jean-Jacques Rousseau, on a mis ce qu'on avait expliqué au dernier conseil municipal, donc les travaux, l'ampleur des travaux, on voulait donc partir sur une réflexion de sanitaire, mais il a fallu, donc, parce qu'on n'avait pas le choix, une remise aux normes du bâtiment, et ça va très loin. Aujourd'hui, on approche les 700 000 euros en termes de travaux. Donc voilà les priorités qu'on s'est fixées. Mais je voudrais quand même dire un petit mot par rapport à la fibre. On a beaucoup discuté en réunion de finances par rapport. On va donc emprunter cette année pour pouvoir assurer la part communale de la fibre. Je veux simplement dire que cette part-là, si les décisions avaient été prises à un moment donné, à un temps antérieur, on n'aurait pas faire face à cette charge financière. Et ce montant d'emprunt, on va emprunter 1,5 million et des poussières. Là. Hein? 1 572 000. Voilà, 1 572 000. Donc c'est pour ça. Ça, c'est une priorité. Une deuxième priorité, c'est effectivement la maison de santé, qui pour nous, professionnels, ce qu'on peut vous dire, on est en train d'y travailler et ça est en train de prendre une tournure plutôt positive. Plutôt bien. Voilà, donc on a de bonnes nouvelles par rapport à ça, parce que donc la problématique des généralistes, on est en train de la régler et c'est celle qui va nous permettre de déclencher cette maison. Et je parlais aussi d'autres priorités. On a un retour des installations, au niveau des installations sportives, on a des demandes du foot, des demandes de l'athlétisme. Si on met des budgets face à leurs demandes, c'est plusieurs millions qu'il faut allonger. Alors, face à ça, et c'est quelquefois très sensible parce que bon, ça peut remettre en cause la vie du club, avec beaucoup de jeunes qui traversent ces associations. Donc effectivement, la rue Salvatore Allende, il y aurait moyen de faire quelque chose d'extraordinaire. Ce qui a été engagé par l'équipe précédente, c'était une étude auprès de la GAP. On a eu l'occasion d'en discuter avec la GAP longuement, mais c'est vrai que c'est pas possible au jour d'aujourd'hui. C'est dans les cartons, c'est des choses qui vont peut-être un jour sortir du carton, mais pas maintenant, parce qu'on préfère investir sur les priorités qu'on a données dans le cadre du débat par rapport aux problématiques de parking, la création du parking de la gare, et aussi donc on répond aussi à des besoins. René parlait du lotissement de la rue Chopin, il y a aussi la rue du Tas de Sable, où donc on s'est engagé aussi à réhabiliter cette voie qui depuis des années, il y avait des gros problèmes en termes d'alimentation d'eau et d'assainissement. Voilà nos priorités. Et je crois que, oui, pour moi, donc, la chose la plus importante qui nous empêche aujourd'hui d'avoir une vision saine, effectivement, c'est la fibre. La fibre va peser lourd avec au niveau des finances, avec cette incertitude au niveau de l'interco par rapport à le financement de cette fibre. Voilà. Et puis aussi, les projets qu'on avance, c'était dans notre programme. On n'avait pas mis la rue Paul Roch dans notre programme, par exemple, mais la maison de santé, elle y figurait. La fibre, elle y figurait. La réfection Jean-Jacques Rousseau, elle y figurait. Donc, pour l'instant, nous, on a présenté un programme qui a été, on va dire, retenu par la population. Et pour suivre un peu la mise en place des comités de quartier, on va bientôt installer le conseil municipal des jeunes. On voit bien que les grandes problématiques qui remontent de la population, c'est pas la réfection de la rue Foch ou la rue Reuf, mais c'est bien les places de parking, les problèmes de trafic, les problèmes de mobilité. Et là, c'est beaucoup plus complexe encore sur les problèmes de mobilité. Donc, et puis également, on avait inscrit un axe transfrontalier. Je pense que pour l'instant, on est quand même bien parti avec l'équipe d'Esch. En tout cas, on est en contact et on travaille ensemble sur le projet. Voilà. Après, c'est clair que là, c'est pareil. On a été sollicité plusieurs fois par le foot parce que effectivement, le terrain de foot est complètement. Vous connaissez l'état des tribunes, vous connaissez l'état, le synthétique, il est mort.
La piste d'athlétisme, elle se décolle. Les gradins sont dangereux. On va les condamner là, hein, parce qu'on est obligé de condamner les gradins. Parce que, alors, comment faire? On aurait essayé, on aurait aimé pouvoir porter au niveau de Moselle Ambition un projet sportif multisite qui nous aurait permis et de nettoyer et de refaire au moins la piste d'athlétisme et de refaire le synthétique. Parce que là, le synthétique au stade Brandenburger, comme le foot nous l'a demandé, tu sais ce que ça veut dire, Eric, toi qui as fait de l'athlétisme, c'est condamner le club d'athlétisme, on est d'accord, quoi. Donc ça, c'est hors de question, quoi. Et ça veut dire que cette année, si on a fait ce choix de politique, je dis bien, il s'agit d'un choix politique, de ne pas augmenter la fiscalité, c'est parce que le contexte est quand même très contraint pour tout le monde. On est dans un contexte de hausse de l'inflation, de hausse des prix de l'énergie et tout ça. Si on vient maintenant, on dit aux gens, on vous met une taxe supplémentaire, ça va être très mal perçu pour finalement le peu de bénéfices que ça peut amener. En revanche, on va expliquer à la population comment on a monté notre budget, pourquoi on a retenu cette priorité et pas une autre, et on va leur dire, si maintenant vous voulez ça, ça et ça, eh bien, il va falloir qu'on active le levier fiscal. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on active le levier fiscal? Si oui, eh bien, on pourra peut-être porter tel projet. Sinon, il faudra choisir. Et voilà, on essaye de ne pas laisser dériver le budget. On essaie de le contenir et de le gérer de manière saine pour ne pas mettre la ville en difficulté. Juste au niveau des retraites, on nous dit toujours qu'il y aura une deuxième retraite, c'est une retraite. Alors je sais que vous allez me dire, je reviens sur l'Interco, mais la retraite des taxes de l'Interco, que la population va ressentir. On a un débat d'orientation budgétaire, j'en parle. Et effectivement, il amène à être prudent. Donc vous le faites, il ne faut pas ne pas le dire et pas l'évoquer. Je veux dire, on sait très bien que le fonctionnement de l'Interco va exploser et il sera amené à amener à des taxes assez fortes pour la population. Ça, c'est clair. Surtout pour les non-frontaliers, entre guillemets, parce que c'est pas le même salaire. Ça, j'ai appelé, c'est pas grave. Par contre, au niveau de l'Interco, au niveau effectivement, le lien aussi, le stade Brandenburger, pour moi, depuis l'existence de l'Interco, je disais qu'à un moment donné, elle a une vocation aussi, non seulement sur le projet culturel, sur lequel je ne renie pas, sauf sur l'extension, mais sur un projet sportif. Moi, je n'arrive pas à concevoir qu'un stade d'athlétisme, comme il a été fait par nos aïeux, je veux dire, c'était fort, c'était un engagement fort de nos prédécesseurs, d'avoir un stade d'athlétisme de cette qualité sur le territoire du Nord, et pas être repris par l'Interco. L'athlétisme, ça peut être un club qui peut rayonner sur l'ensemble de l'Interco. Et je ne comprends comme la piscine. Donc, je ne comprends pas. Et c'est le dilemme. Hein. Après, je ne dis pas que c'est votre faute. Après, vous ne me dites pas, moi j'ai toujours poussé pour que ce stade d'athlétisme soit porté. Et on essaie très bien que les frais pour le remettre en état conséquent, il n'est pas supportable par une ville, mais par l'ensemble de l'intercommunalité, oui. Et ça devient une priorité. Ah, parce que là, on va laisser la parole à M. Claude Bossec. Ah, c'est une catastrophe là. Ouais. Je sais. Claude? Oui, j'ai des problèmes de réception, mais on sait pas la fibre, et je ne vais pas y revenir. Forcément, on n'a pas pu prendre le train quand il était arrivé en gare, de la faisabilité avec l'Interco. Maintenant, on doit assumer un peu plus d'1,5 million, et ça, je pense que c'est préjudiciable sur nos comptes. Après, en ce qui concerne l'Interco, bien entendu que tout le monde est au courant que ça va mal. En revanche, les charges transférées aujourd'hui ne sont pas à la hauteur des recettes. En plus, on n'a jamais reparlé en CLEC parce que forcément, la seule façon de réactualiser les charges transférées, c'était aussi de réactualiser les prix. Et forcément, à l'ancienne mandature, personne n'a mis les mains dedans en croyant que finalement tout ça allait se régler.
Et donc, forcément, il y a un écart entre les charges transférées avec les recettes et les dépenses. C'est un peu plus, pratiquement presque 1 million d'euros, hein, à quelques euros près. Et donc, forcément, c'est préjudiciable. C'est préjudiciable. Donc, moi, j'invite fortement aux gens déjà d'assister au ROB qui va bientôt être mis en place à l'Interco. Hein. Je pense que l'opposition à M. Jacquin, il devra aussi être présent pour essayer de comprendre les enjeux de la prospective liée à l'Interco. Et puis de l'autre côté, là, si justement dit, moi, chaque mois, j'essaye de faire un point le plus juste possible, hein, sans être donneur de leçons. Mais par contre, en étant en observation à travers tout ce qui s'y passe. Et si vous avez des questions, forcément, fin du mois, c'est un point essentiel pour comprendre les enjeux de l'Interco. Et encore une fois, je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui, on ne traite pas les problèmes d'Interco. Je comprends que M. Marchesin peut essayer de dire qu'il y a un effet ricochet, et c'est vrai, hein, c'est forcément une réalité. Et par contre, il ne faut pas être amnésique, qu'on était bien content, ne serait-ce que pour les charges transférées sur l'éclairage public, d'avoir un déficit de plus de 90 000 euros, c'est-à-dire que l'Interco paye 90 000 euros à l'ensemble des Audunois et des Audunoises pour s'éclairer. Et ça, c'est tout juste, ce n'est pas des façons de faire. On doit équilibrer ces comptes, on doit être honnête, sincère, et à un moment donné, les charges doivent s'opérer avec des recettes et des dépenses. Voilà, je m'arrêterai là-dessus parce que vous avez beaucoup de choses à déployer sur ce conseil municipal, et s'il y a des gens qui veulent des questions, qu'ils viennent à la fin du mois et je leur donnerai les choses complémentaires sur le sujet. Merci de m'avoir laissé la parole. Juste dire à M. Boussette pourquoi je ne regardais pas, parce que, à force de le dire, tout simplement parce que un des premiers conseils municipaux que j'ai assisté, il a dit effectivement, vous avez il y aura un compte rendu des réunions de l'intercommunalité, mais par contre, vous avez précisé, et maintenant j'entends qu'il n'y aurait pas de débat et qu'il n'y aurait pas de questions. Maintenant, je suis heureux d'apprendre qu'il y aura des questions et des débats. Vous l'avez précisé en conseil municipal. Alors, je répète pour que ça soit clair. Bien entendu, vous venez avec des questions au préalable, de façon à ce que je puisse vous répondre avec le plus d'éléments possible. Donc, c'est de m'envoyer. Moi, j'ai besoin d'un jour, je n'ai pas besoin d'une semaine. Hein. Un jour avant, vous me donnez vos questions et je serai à la hauteur de vous donner les réponses liées à vos questions. Le but de cette réunion, c'est pas de refaire le conseil communautaire, puisqu'on n'est pas conseil communautaire. Le but de cette réunion, c'est de vous donner un maximum d'informations pour vous expliquer ce qui se passe à l'Interco. Et Claude m'a toujours dit, alors au départ, quand il m'a dit qu'il voulait mettre cette réunion en place, je lui ai demandé de l'ouvrir à tout le conseil municipal, parce que pour moi, il était important qu'on soit tous au même niveau d'information. Et la deuxième chose, il m'a dit, je vais jusqu'où? J'ai dit, tu vas jusqu'au bout. C'est-à-dire que tu es totalement transparent sur ce qui se passe à l'Interco. Parce qu'il faut savoir que Claude et moi, on est quand même en train de se battre comme deux pauvres lions. Hein, on est quand même assez isolés. Pas qu'on soit contre l'Interco. Nous, notre but, c'est justement qu'elle ne disparaisse pas, cette Interco. Mais le problème, c'est qu'il y a eu tellement, et Claude, il l'a bien dit, sur les transferts de charges, hein, pendant des années et des années et des années, sous le précédent mandat, il y a eu une seule CLEC qui s'est réunie et encore qui a débouché sur rien du tout. Donc la CLEC, c'est la commission qui évalue les transferts de charges. Et encore, chacun tire la couverture à soi, mais surtout, voilà, je veux dire, il n'y a eu aucun accord. Donc aujourd'hui, la seule compétence intercommunale qui est à peu près équilibrée, c'est la petite enfance, puisque c'est celle qui a été transférée en dernier. Mais sur toutes les autres compétences qui ont été transférées, entre le moment où elles ont été transférées et aujourd'hui, il y a un gouffre. On n'a jamais remis à jour, par exemple, le nombre de kilomètres linéaires par rapport au balayage et l'éclairage public, c'est pareil. Je veux dire, sur les compétences qui sont transférées, donc forcément, au bout d'un moment, et puis, il y a eu des erreurs.
ça il ne faut pas l'oublier non plus, qui ont été commises. On ne va pas faire porter, on n'est pas là pour faire le débat ou le procès de l'Interco. Je vous dis, si vous avez, et effectivement Laurent, tu as raison, parce que ce qui va se passer en Interco va forcément avoir un impact sur le budget communal, notamment via les attributions de compensation. On le sait, mais on n'est pas ici pour faire le procès ou régler les problèmes de l'Interco. On est ici pour voir ce qu'on peut faire au niveau communal en ayant en arrière-plan on va dire ce contexte intercommunal. Et il faut essayer de la jouer collective. Le problème, c'est que est-ce que les villes aujourd'hui sont capables de la jouer collective? C'est ça. Une interco. Quand on va en interco, on ne défend pas seulement le beefsteak de sa ville, on essaye de faire en sorte qu'on avance en tant que territoire. Tu prêches à convaincu, et quoi qu'il arrive, j'étais un des premiers, j'étais même avant l'Interco, j'étais au Saint-Vivant. Les rescapés du Saint-Vivant. Je pense qu'effectivement, que l'Interco, elle doit être préservée. Mais elle doit être préservée si, comme tu dis, on travaille dans l'intérêt général et de manière collective. Donc, revenir sur le passé, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'à un moment donné, on s'est dit, si on n'est pas écouté et qu'on va vers le gouffre, à un moment donné, il faut en sortir. Ça n'est pas, mais il est clair que j'ai toujours été pour, et ça, on a toujours été de manière pour l'Interco. Effectivement, laquelle, moi je me rappelle toujours qu'on a toujours demandé qu'on revoie la quête. On l'a toujours demandé, on n'a pas été écouté. Comme on a des commissions des finances. Après, de l'autre côté, je me rappelle aussi d'avoir voté contre les budgets à l'époque et pas soutenu par votre. Quelle majorité? La tienne? Toi, par exemple? Moi, je suis dans la minorité, moi. Oui, t'es de la minorité. Non, mais t'es de la minorité à l'Interco. J'étais la minorité. À l'Interco. À l'Interco, Laurent. T'as voté pour ou contre le budget? J'ai voté pour. Voilà. Bien sûr que j'ai voté pour. Je te dirais simplement qu'au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, j'étais conseillère d'opposition et à ce titre, je siégeais à l'Interco. Oui, tout à fait. Donc, j'ai remarqué parce que j'étais resté. Et que donc, je n'étais pas dans l'exécutif et que j'étais même bien loin de l'exécutif et que je n'avais pas beaucoup d'informations. Et que malgré tout, j'ai essayé d'aller chercher ces informations. Quand tu disais les choses par rapport à l'Interco, tu disais qu'on exagérait. Non. La réalité, elle est là. Bah, écoute, Laurent, je t'ai dit, on va. Elle arrive. Qu'est-ce qu'on a dit? Ce qu'on a prédit il y a 3 ans avant la phase d'élection, et que ça se réalise aujourd'hui. C'est tout. Alors, moi. J'ai eu des articles dans le journal, je me suis fait même descendre. Est-ce qu'on peut revenir au débat d'orientation? Oui, mais c'est la même chose. Alors, parce que les projets municipaux. Parce qu'on a une fiscalité derrière qui est importante. On a dit qu'on n'a pas augmenté la fiscalité, en tout cas pas cette année. Je dis bien en tout cas pas cette année. Et puis on laissera le choix aux gens. Maintenant, pour revenir à ça, on n'est pas encore une fois au DOB de l'Interco. Vous avez des questions à poser, vous allez à la réunion avec Claude. Il va y avoir le DOB, vous avez un délégué aussi, vous avez un conseiller à l'Interco qui peut être présent à ce moment-là et puis amener les éléments. Maintenant, c'est bon, on va revenir sur le débat d'orientation budgétaire de la commune, s'il vous plaît. Parce que si tu reprends notre programme, parce que moi j'ai toujours bien en tête le programme qu'on a écrit, vous regarderez ce qu'on a écrit. On a écrit dans le programme que nous sommes pour le maintien de notre commune dans l'intercommunalité, mais nous serons très vigilants sur ce qui s'y passe. Et vous avez toujours des gens que vous connaissez et demandent qui monte au créneau à l'Interco. Parce qu'on dirait qu'on est là à dire amen à tout. On est loin de dire amen à tout. Hein. On est loin de dire amen à tout. J'ai dit tout à l'heure, mais je ne veux pas revenir sur le débat. Donc maintenant, j'aimerais bien qu'on revienne sur le débat de la ville. Voilà. Claude vous a expliqué que la communauté de communes était dans une situation très délicate. Hein. D'ailleurs, vous n'aurez qu'à participer puisque vous pouvez également participer maintenant, même en présentiel, au conseil communautaire qui aura lieu. Donc venez vous informer. C'est important que vous soyez là et c'est important que vous entendiez ce qui se passe. Et les chiffres surtout.
Mais on n'est pas là ce soir pour faire ni le procès, ni encenser la communauté de communes. Donc j'aimerais qu'on revienne sur le DOB. Est-ce que vous avez des questions, par exemple, sur les projets qui sont menés? Donc, je veux juste avoir un éclaircissement par rapport sur la ZAC, et notamment sur le projet de Virginie. Je n'ai pas eu d'informations depuis. Est-ce qu'il y a une progression par rapport à ça? J'imagine que oui, mais parce que ça aussi, c'est une incidence financière. Alors Virginie, on avait reçu il y a quelques mois, je crois maintenant, une société qui était a priori intéressée par le terrain, et puis plus de son, plus d'image. Et cette semaine, donc c'est vraiment, non, la semaine dernière, parce que je vous donne lundi, la semaine dernière, vendredi, je crois, hein, c'est bien vendredi, on a eu une demande de Monsieur Chen qui avait le restaurant chinois sur la ZAC et qui est intéressé, donc il est en négociation avec Monsieur Virgili pour acheter le dernier terrain qui reste. Voilà. Et donc lui, il a un projet. Il a un projet de cellule commerciale et puis d'un restaurant, mais plus, on va dire, axé sur la gastronomie européenne. Et donc il a un projet de cellule commerciale à cet endroit-là. Le problème, c'est l'accès. Le problème, c'est l'accès à cette dernière parcelle, quoi, hein, parce que tu as le rond-point. Donc, on est en train de voir. Donc, on est en train de voir, mais en tout cas, il est venu nous voir vendredi dernier. D'autres questions? Moi, juste une remarque par rapport à la fibre, parce que bien sûr, on est avec la fibre. Alors, en nous disant ce que j'entends aujourd'hui, que effectivement, il va y avoir un prêt de 1 500 000, ça va impacter les finances. Ça, je suis tout à fait conscient. Mais quand je vous entends parler, on a l'impression que ça va être catastrophique. Moi, je regarde la capacité de désendettement. Il y a 3 ans de ça, on était à 5 millions d'endettement, on n'est plus qu'à 1 700 000. Bravo, c'est bien, il faut continuer comme ça. Mais alors ne dites pas qu'on n'a pas les capacités, puisqu'on a gagné 3 300 000 d'emprunt, et là maintenant, parce qu'on va faire un emprunt d'1 500 000, vous faites comprendre à la population que ça va être catastrophique. On aurait pu rénover le stade, par exemple. Au niveau de l'épargne nette, vous passez en 2018 de 616 000 à 1 100 000, ça veut dire que 500 000 € de capacité d'autofinancement. Encore une fois, moi je dis bravo, mais arrêtez de faire croire à la population que parce que nous, le mandat précédent, on n'a pas voulu faire ci, on a voulu faire ça, qu'aujourd'hui vous êtes pénalisés. C'est loin d'être le cas. Il n'y a qu'à regarder les chiffres, hein, tout simplement. Hein. Et il n'y a pas besoin d'être financier. Oui, tu peux? Vas-y. Simplement pour dire à Eric que merci pour les 1,5 million. On aurait pu faire autre chose. Franchement, ça rentre de rien quand tu dis ça, toi. Hein? Ça nous aurait coûté 0, et là, ça nous coûte 1,5 million. Et tu es capable de dire qu'on a bien utilisé qu'on fait bien notre budget, qu'on n'est pas endetté grâce à vous, mais tu n'as vraiment pas honte. C'est tout. Grâce à... Il n'a pas dit ça, René. Arrête, René, de dire n'importe quoi, de faire N'empêche, peut-être que je me trompe. N'empêche que les 1,5 million, on ne les aurait pas mis si on avait la fibre, si vous aviez réagi sur la fibre. Un point, c'est tout. Hein, et ça, tu peux pas le nier, ça. Et puis, on n'a pas la même concession sur la fibre. Il faut arrêter ce débat-là, parce que effectivement, je vois toujours pas. Il faudra qu'on m'explique pourquoi les Audinois doivent payer 2 fois la fibre. Allez, bon. Alors, d'autres questions sur sur la maison médicale. Donc, comme Gilles vous le disait, on est bien parti, je pense. On a réussi. Il va encore falloir qu'on finalise, mais on a réussi à avoir les 2 généralistes, et c'est ça le plus difficile, c'est d'obtenir les 2 généralistes pour porter le projet de santé. On travaille également avec les infirmières du cabinet des abeilles qui sont très 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 réactives et qui sont vraiment le moteur de. Et donc on va avoir à la fin du mois, si je ne m'abuse, Valérie, une réunion avec tous les professionnels de santé de la commune.
pour lancer ce projet. Le but, c'est de partir sur une MSP, donc une maison de santé pluriprofessionnelle labellisée par l'ARS. Hein, donc, ça permettra d'avoir également des financements de l'ARS, de la région, et de s'inscrire dans un projet de santé plus global. Voilà. Sachant que donc on va signer, j'espère bientôt, le compromis pour on va bientôt signer le compromis, et puis bien sûr il faudra engager des travaux. Mais je pense que à partir du moment où cette maison de santé sera constituée, ce sera plus facile aussi après d'attirer des professionnels, sachant que une MSP peut être multisite. Donc après, on peut l'étendre à différents endroits sur la ville. Et ça, c'est quelque chose qui nous tenait particulièrement à cœur parmi les priorités, parce que c'est aussi une vraie demande dans la population. Et voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Après, il est clair qu'on est de plus en plus contraint par le foncier sur Audin. Il va falloir attendre que les projets se développent avec les friches industrielles entre Audin et Esch. Et puis, on va également voir prochainement l'EPA pour un atelier municipal. Donc ça, tout ça, c'est dans les tuyaux. Le Vallon de l'Alzette, donc en ce moment, on est et on était aussi en train de réfléchir, mais ça, c'est une décision qui est plus politique et elle est sur le long terme, à savoir si on mettait en place un plan stratégique, comment ça s'appelle, Gilles ? Le plan climat, c'est ça ? Le PSP. Non, pas le PSP, le PDUD, là. Ah, le PDUD, oui. C'est un plan de développement durable qui engage la ville dans une vision à long terme. En gros, c'est comment j'imagine ma ville dans 50 ans. Et c'est aussi un projet participatif parce qu'on fait participer les citoyens sur différents ateliers. Et là, on ne sait pas encore. On a vu la GAP parce qu'il y avait quelque chose qui était déjà plus ou moins en route. Et on essaye de voir comment porter ça. Mais ça, c'est à plus long terme. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou questions ? Oui, moi. Oui. Je voudrais parler du budget de l'eau, là. On n'en a pas parlé beaucoup parce que le budget de l'eau, c'est... Gilles Prassel, il pourra vous en parler un peu, mais moi, je vais vous en parler un peu en disant que l'EPA, ils construisent, et puis il faut amener de l'eau là-bas. Donc, ça va nous obliger à des dépenses importantes, notamment sur des réserves à château d'eau ou alors des conduites plus importantes. Voilà, donc on travaille, enfin, on a déjà eu quelques contacts entre nous avec Veolia pour savoir, pour étudier les besoins futurs. Donc là, parce que il y a des projets de l'EPA, je ne sais pas si vous les connaissez, à Terre Rouge, 800 logements. Terre Rouge, c'est près de l'étang là-bas. Donc il y a des problèmes, il y aura certainement des problèmes d'assainissement aussi. Donc quelque part, il faudrait que l'aménageur, il faudra qu'il mette peut-être la main à la poche. Et au-delà de tout ça, on a des... Gilles peut-être va vous en parler là, mais il y a des réseaux à renforcer, notamment le 1000 m3 là, qui se trouve au Katzenberg, de refaire les canalisations pour amener de l'eau là-bas et puis après la redistribuer. Donc tout ça, c'est peut-être pas dans le débat d'orientation de cette année, mais ça pourrait y être l'année prochaine ou dans les années à venir en tous les cas. Voilà, je voulais amener ça au débat et que ça va nous coûter. Donc si j'ai bien compris le budget, ce que ça nous rapporte, le budget de l'eau, ça doit nous rapporter à peu près 200 000 € dans l'année.
Donc, voilà, donc ces 200 000 euros-là, il faut les utiliser à bon escient, quoi, hein. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Ok. Bon, si vous n'avez pas d'autres remarques, on passe au point suivant, puisque dans un débat d'orientation, il n'y a pas de vote. Point numéro 7, adoption du règlement budgétaire et financier. Et je cède la parole à Madame Guillaume. Donc, pour rappel, la ville s'est portée candidate à l'expérimentation du compte financier unique pour 2022 et 2023, sachant que celui-ci sera obligatoire pour toutes les collectivités à partir de 2024. Donc, cela passe par 3 points. Le premier, c'est l'adoption de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2022 pour le vote des budgets, du budget principal et du budget de la ZAC de l'Alzette. L'adoption d'un règlement budgétaire et financier. Donc, il y a une proposition avec le dossier du conseil municipal qui sera valable pour la durée de la mandature, sachant que celui-ci pourra être adapté par voie d'avenant par le conseil municipal. Et troisième point, ça passe aussi par la révision des méthodes d'amortissement comptable. Donc, ce règlement budgétaire et financier, alors je reprends juste les grosses différences par rapport à ce qui change. Donc, on doit notamment préciser les modalités de gestion des autorisations de programme. Donc, ça, ce sont les dépenses d'investissement pluriannuelles. Les autorisations d'engagement, c'est les dépenses de fonctionnement pluriannuelles et donc également des crédits de paiement. Donc, c'est les recettes qui viennent en face. Donc, en fixant les règles de caducité et qui seront applicables. On doit également préciser les modalités d'information du conseil municipal sur la gestion de ces engagements pluriannuels au cours de l'exercice. Et à minima, Madame la maire doit présenter un bilan de la gestion pluriannuelle de la commune à l'occasion du vote du compte administratif. Il vous est donc proposé d'adopter le règlement budgétaire et financier, donc qui est joint à ce dossier et qui reprend ce que je viens d'expliquer et également qui s'articule autour du budget communal, des opérations financières particulières et de la gestion de la dette et de la trésorerie. Pour conclure, ce règlement budgétaire et financier, il est à envisager comme un document de référence pour l'ensemble des questionnements budgétaires et comptables émanant des acteurs, agents comme élus de la ville, dans l'exercice de leurs missions respectives. Donc, il est ainsi proposé au conseil municipal d'adopter le règlement budgétaire et financier de la ville tel que présenté en annexe dans la présente délibération. Donc, de fixer les durées d'amortissement pour les nouvelles immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2022. Donc, comme convenu à l'annexe jointe au règlement budgétaire et financier, donc sur le tableau des dernières pages du document. Alors, la méthode de l'amortissement linéaire au prorata temporis à compter de la date de mise en service de tous les biens acquis à compter du 1er janvier 2022, en retenant comme point de départ l'amortissement de l'amortissement la date de mise en service de l'immobilisation ou la date d'émission du mandat pour les subventions d'équipement versées. Donc, c'est-à-dire qu'on va considérer le jour +1 à la place de l'année suivante, tel que c'est le cas actuellement. Ce qui nous contraindra certainement à faire un budget supplémentaire en cours d'année. Et à déroger à l'amortissement au prorata temporis pour les biens de faible valeur dont le montant unitaire est inférieur à 730 €. Ce qui change également, donc il faut autoriser Madame la maire à procéder à des virements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section. Donc c'est ce qui remplace les dépenses imprévues, parce qu'il n'y aura plus de dépenses imprévues dans le budget. Et de valider l'application de ces dispositions pour le budget principal et le budget annexe de la ZAC, de l'Alzette, soumis à l'instruction budgétaire et comptable. Donc voilà pour le règlement. Je ne sais pas si dans les grandes lignes, Frédéric. C'est un règlement type ou ce qui vient? C'est nous qui l'avons rédigé. Oui. D'accord. C'est une création locale, c'est ça?
Oui. Voilà, local sur des exemples Sur locaux. On n'est pas assez. Il y Voilà. a une trame de départ. Après, la trame, elle a été montée en fonction de ce qui se Elle faisait. est adaptée, voilà. À Adaptée ce qui se faisait, mais elle aurait pu être adaptée de façon autre. C'est une trame qui vient d'autres communes, c'est ça? Oui. D'accord. Et donc, il peut être. Karine, il n'a pas dit que j'ai peut-être pas là. Si elle l'a dit, il est amendable. Hein. On peut. Il est transformable, il est tout ce que vous voulez On peut par un préciser. avenant et tout. Voilà, c'est précisé. À tout moment, il peut être modifié. Ce qui veut dire que, vu qu'il est valable uniquement pour la durée de la mandature, il devra être revoté lors de la prochaine mandature. Revoté et amendé au cas. Hein. Ou amender, voilà, ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez. Pardon, c'est la même procédure que pour le réglementaire du conseil municipal ou... Oui, c'est par délibération. Par délibération, oui. Vous avez des questions? Bon, là-dessus, je vous avoue que j'ai entière confiance. Karine, Marc et Annie qui ont travaillé dessus. Qu'après tout, c'est eux qui vont devoir exécuter le budget. Enfin. Pas de questions? Je soumets à vos voix qui est contre. Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. On passe au point. Je vais être procédurier, mais on ne voit pas M. Bossec et M. Ah oui. Claude, tu peux rallumer la caméra juste pour le vote? Il est peut-être aux toilettes. Hein. Claude? Après, sinon, mettez à l'unanimité. De toute façon, je sais très bien qui va voter pour. Hein, mais c'était comme ça. Le débat était long. Alors, il est long ce règlement. Hein. Hop, ça. Bon, on lui demandera. Claude? Alors, point numéro 8, délibération relative à l'imputation des articles 62-32 et 62-34 dans le cadre de la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022. Donc, je recède la parole à Madame Guillaume. Oui, donc compte tenu du passage au 1er janvier, donc de la nomenclature budgétaire et comptable M57, une délibération doit fournir le cadre des dépenses autorisées pour les deux articles fêtes et cérémonies, donc 62-32 et réception 62-34. Donc, la proposition est dans l'article 62-32 fêtes et cérémonies d'inclure les frais liés à l'organisation des fêtes nationales et locales publiques, des cérémonies officielles et commémoratives telles que les feux d'artifice, les décorations et illuminations de fin d'année, les livres, friandises pour les enfants de l'école, diverses prestations et cocktails servis lors de cérémonies officielles. Également les frais liés aux fêtes de fin d'année, à l'organisation de repas annuels ou saisonniers, repas du personnel, repas du conseil municipal. Les frais liés aux cérémonies de mariage, autres cérémonies d'état civil et cérémonies liées à la citoyenneté, la vie civile ou sociale de la commune. Les frais liés à l'organisation de fêtes et de cérémonies pour la carrière des agents municipaux, médailles, départ en retraite, mutation, pour la carrière de partenaires, enseignants, professionnels, associations, et récompenses sportives, culturelles, militaires ou lors de réceptions officielles. Aussi les frais liés aux manifestations culturelles, sportives et éducatives, décorations, spectacles, fêtes, festivals, bals, expositions et animations, droits d'auteur, SACEM, de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs prestations ou contrats. Les frais d'annonce et de publicité ainsi que les paritions liées aux manifestations. Et enfin, les frais de restauration, de séjour et de transport des représentants municipaux, élus et employés accompagnés, le cas échéant de personnalités extérieures. Lors de déplacements individuels ou collectifs, de rencontres nationales ou internationales, de manifestations organisées afin de favoriser les échanges ou de valoriser les actions municipales. Et d'inscrire dans l'article 62-34 qui s'intitule « Réception », donc les frais liés aux réceptions officielles organisées par la municipalité, tels que les hommages, inaugurations, vœux du maire ou celles des collectivités extérieures, communautés de communes, syndicats, hors du cadre d'une fête ou d'une cérémonie.
et également les dépenses de réception lors de visites de personnalités officielles ou de représentants un intérêt pour la commune. Donc voilà, c'est d'éclaircir ce qui rentre dans chaque. C'est rien de nouveau, c'est juste parce que l'article. Il n'y a rien de. Si je peux me permettre. Vas-y. Il n'y a rien de nouveau. Avant, c'était simplement la M14, le fait de changement de la M57. Le 62-32, l'article existait en M14. Le contenu est le même. Et donc, l'article qui a changé, avant, la réception, c'était le 62-57. Donc, il fallait repréciser simplement ce qu'on remettait dans la réception. Simplement, l'article, suite au changement de nomenclature, qu'il fallait repréciser le contenu de chaque article. Des questions? Ils surveillent les frais de bouche. Alors, s'il y a eu la question, donc je soumets à vos voix, pour contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Claude? On l'a perdu. J'ai envoyé un message. Hein. Ça se trouve, je suis absent et puis c'est tout. Ok. Alors, le point numéro 9, personnel communal, création de 2 postes d'adjoint technique et territorial et d'un gardien brigadier de la police municipale. Donc, nous avons recruté un agent spécialisé des écoles maternelles et un agent polyvalent, ainsi qu'un nouveau gardien brigadier de la police municipale à temps plein. Donc, ce qui porte l'effectif à la PM à 5, c'est ça? Oui. Et le tableau des effectifs a été mis à jour conformément à ces nouvelles embauches. Alors, on peut peut-être donner plus de précisions, Annie, sur les personnes qui ont été... Dans les personnes, alors pour l'assistant maternelle, c'est des agents, et l'agent de service, c'est des agents qui sont depuis longtemps sous contrat. Voilà, on les titularisés, on les passe aux stagiaires et puis après on les titularisera. C'est pour ça, parce que ça fait des contrats, ça fait au moins 2-3 ans qu'ils sont là et les contrats sont renouvelés régulièrement, mais voilà. C'est bien. C'est pour ça. C'est sur la forme d'ASEM ou Il y a une assistante maternelle et un agent de service. Elle passera ASEM ou Elle sera agent technique pour l'instant, parce qu'elle n'a pas le concours. Ouais, d'accord. Okay. Après, c'est bien c'est sous plusieurs contrats de... Ah oui, ça fait longtemps même, ça fait presque 3 ans. Donc, Ouais. Voilà, donc si vous me donnez le droit de passer cette délibération, si vous avez d'autres questions, non? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On va passer aux déchets, amende administrative, et je vais céder la parole à monsieur. Oui, alors c'est une simple mise à jour d'une délibération qui avait été passée dès notre entrée en fonction. Donc ça a fixé une amende administrative pour retrait des déchets et des dépôts sauvages à 1 500 €. Et entre-temps, il y a eu un petit changement. On a été averti donc par la gendarmerie et la préfecture qu'on ne pouvait pas cumuler l'amende administrative et l'amende judiciaire en même temps. Donc voilà. Donc là, c'est tout simplement pour indiquer que cette amende fait office toute seule en tant qu'amende celle administrative. J'indique également que plusieurs ont été données au cours du mandat. Une encore été réglée il y a quelques mois en arrière par une société luxembourgeoise qui avait déposé des dépôts sauvages au carreau de la mine. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être ou des remarques à ce propos? Oui, j'en ai une. Il n'y a pas une copie là dans la délib là? Pourquoi? Le 30 du 6 2020. Ah, il me semble que c'était peut-être en décembre, en effet. On n'était pas élu encore. Hein. Il n'est pas élu encore. Ah, il me semble que la délibération date du mois de décembre. Ouais. Non, mais moi je lis. Merci René. Oui, tu as raison.
Ok, donc si on n'a pas d'autres questions, je soumets à vos voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Claude, on t'a pas vu sur les 3 points suivants. Tu étais d'accord ou tu es en train de manger? On n'entend pas. Il n'y a pas le son. Tu n'as pas le son. Active le micro. Oui, c'est d'accord. D'accord, ça va. Alors, point numéro 11, signature d'une lettre d'engagement avec la société Reforest Action pour le projet de reboisement d'une parcelle à Audin-Tige. Je redonne la parole à Gauthier. Alors également, donc, je suppose que vous vous souvenez tous d'il y a 2 ou 3 conseils municipaux en arrière, on avait demandé une subvention pour un plan de relance avec l'ONF pour reboiser nos forêts à 100%. Donc c'est en cours et on a l'opportunité, grâce à la communauté de communes, qui nous a mis en relation avec donc la société Reforest Action, qui peut également donc financer une partie des arbres et ce financement rentre également dans le plan de relance puisqu'il a été ficelé par l'ONF. Donc voilà. À savoir que cette société prend en charge le coût de 2100 plants, voire plus à voir quand ce sera établi. Une fois planté, la facture devra leur être envoyée. Donc je vais vous lire tout simplement la délibération. Alors, en adéquation avec le programme municipal, la protection et le développement du patrimoine naturel communal, et c'est une priorité pour nous, nous indiquons que la société Reforest Action est une entreprise à vocation sociale qui a pour mission de préserver, restaurer et créer des forêts en France et dans le monde. Ce projet de reboisement est prévu sur la parcelle communale de 4 hectares, située parcelle numéro 2, section 23, les 16 arpents. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Des remarques peut-être? C'est où Oui. celle-là? Quand tu vas vers Romès, à gauche. Quand tu vas sur la grande colline là. Ah, la grande colline là. Non, ça. Voilà. René? Oui, simplement le fruit des arbres, ça sera pour qui? Pour nous? C'est à nous ou c'est à la société? Le fruit des arbres, tu veux dire c'est des fruits? Non, c'est pas des arbres fruitiers, d'accord, mais les bénéfices d'une coupe éventuelle dans 30, 40 ou 50 ans. Ça rentrera dans le plan de gestion, donc ça reviendra à la commune. Hein. Ah, d'accord. Ouais, d'accord. Et j'indique également qu'avec le plan de relance de l'ONF et Reforest Action, notre forêt communale sera reboisée à 100% et ça fait très très longtemps que ce n'était pas le cas. Voilà. Super. Là. Bon, je pense que vous avez personne qui va voter contre le reboisement. 20% de chêne, 20% d'érable et 20%. Combien de pourcents de chêne? 20-60. Donc oui, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Et on passe aux communications. Donc ici, vous avez un récapitulatif des remboursements de l'assurance. Donc on a eu sur les panneaux directionnels montant des réparations et montant du remboursement, donc remboursé en totalité. Il y a juste 2 choses où on avait une franchise, c'était sur les fractions au stade Pierre Fauchère et une porte d'appartement où on a 300 € de franchise. Voilà, donc ça, on va dire que c'est de la gestion courante sur les contrats d'assurance. Et puis, alors, il faut que je retrouve. Et puis, une décision, pareil, qui concerne un remboursement pour un montant d'assurance. Et qu'avec un complément nous sera versé sur présentation de la facture acquittée. Et puis, je crois que c'est aussi... Non, là, c'est la Matec. Vous loupez quelque chose? Non, ça, je le dis aussi, ça. Voilà.
Et donc, ici, il s'agit de la nécessité d'effectuer un audit énergétique et comparatif du mode de chauffage de la salle Jean Moulin et de réaliser des études de faisabilité pour la réhabilitation de la salle Jean Moulin. Donc, on est en train aussi de partir sur un audit avec la MATEC et pour un coût de 3 700 €. Et la dernière, il s'agit de... Oui. Mais c'est pas une remarque négative. Simplement, sur sa salle de Mazé, je pense qu'il serait intéressant de voir le chauffage, parce qu'on a, honnêtement, il y a un gros souci depuis le mois de septembre, et qui est très froid. C'est en cours, monsieur Marchesa. Oui, non, je sais. C'est en cours. Mais C'est en cours. C'est en cours. Moi, je crois quand même, ça fait une saison quand même. Oui, mais... Ce qu'on est en train de revoir aussi, c'est que avec l'explosion des coûts de l'énergie et puis aussi par un souci d'économie et d'écologie, on est en train de regarder dans tous les bâtiments comment mettre des thermostats, parce que vous avez par exemple des vestiaires qui restent chauffés à 28 degrés, une chaleur quoi, et les gens s'en vont, on n'éteint pas la lumière, on ne baisse pas le chauffage ou autre. Donc on est en train de regarder aussi comment mettre des thermostats un peu partout pour réguler tout ça. Oui, donc la MATEC. Et la dernière décision, c'était concernant la nécessité de sécuriser les passages piétons situés rue Clémenceau et rue du Général Clerc. Et vu l'importance du montant des travaux, 65 555,74, et de leur incidence sur les finances communales, nous avons sollicité une subvention AMISUR 2022 à hauteur de 30%, plafonnée à 50 000 €, soit 15 000 €. Donc, la commune s'engage à prendre à sa charge la part résiduelle de 50 565,74 €. Juste une autre information aussi par rapport à ça. À l'époque, je n'avais pas été suivi. C'était sur le passage piéton et sur l'éclairage des passages piétons. À l'époque, il me semble que le CISCO donnait des subventions par rapport à l'éclairage. Donc, il n'y a plus. Voilà, nous sommes arrivés au terme de... Oui, pardon. Ah oui, pour les conseillers qui sont en visio, pensez à l'occasion à venir en mairie signer. Ah, c'est pas l'occasion, on m'a dit c'est demain, vous n'avez pas le choix. Parce que vous ne pouvez pas signer en visio, ça ne marche pas. Donc il faut passer en mairie, signer les budgets, les comptes. Ok. Voilà. Et je lève la séance. Bonne soirée. Salut. Ah ouais. Alors déjà là, j'ai jamais j'ai Gary et Denis. J'ai entendu mon prénom et Valérie. Tu viens.